Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'audience et en particulier le professeur Al-Barki pour l'organisation de cette journée. Le sujet est très intéressant, aussi bien pour les médecins spécialistes généralistes, aussi bien pour les pharmaciens, personnels de santé et pour les étudiants. Les étudiants que je tiens à remercier et à saluer pour la qualité de la vidéo que j'ai trop aimée. Et ils ont un sens artistique qui est très développé à Oujda. Alors, je vais vous parler de troubles génitaux sexuels, troubles sexuels chez le blessé médulaire, le paraplégique ou le tétraplégique. Et tout d'abord, je commence par une question à l'audience. Est-ce que le blessé médulaire peut avoir une vie sexuelle normale, selon vous? Alors, c'est une question ouverte. Et j'aimerais bien savoir, pour vous, un blessé médulaire, est-ce qu'il peut avoir une vie sexuelle? Oui, on vote. Alors, ceux qui sont... On commence par le oui. Ah, il y a très peu de oui. Et le non? Et les neutres? Il y a trop de neutres. Alors, je commence par cette anecdote. Quand j'étais interne, je faisais ma consultation toxine-botulique et j'avais un patient, un tétraplégique. Un tétraplégique qui est venu consulter, en fait pas consulter, il est venu pour faire une injection toxine-botulique pour sa spasticité. Et avec lui, il y avait un enfant de 5 ans. Je lui ai demandé, est-ce que c'est votre petit enfant? Il m'a dit non, c'est mon fils, 5 ans. Il dit... Je revoyais un petit peu le dossier médical. C'est un blessé de guerre, de la guerre de Kosovo, et du coup, ça ne collait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir un enfant de 5 ans. Il dit, non, c'est mon enfant de 5 ans. Et j'ai 3 enfants. Et j'étais étonné, parce que c'était la première fois que, tant que médecin, je ne faisais pas le bon diagnostic déjà, et pire, je décourageais le patient. Alors, fin d'anecdote, c'est que quand je l'ai revu avec son épouse, en fait, ils se sont rencontrés dans le service en hospitalisation de médecine physique, sur le plateau de rééducation. Son épouse, lui, il est tétraplégique, son épouse, elle est paraplégique. Et ils ont 3 enfants, ils ont une vie sexuelle normale. Bon. Alors du coup, commencer à s'intéresser à la vie sexuelle, à la sexualité du blessé médulaire. Et il faut savoir qu'en France, il y a quand même une population assez large de 35 000 blessés médulaires en France. Au Maroc, l'handicap il représente 5,6% de la population. On peut imaginer que les blessés médulaires représentent 1% de la population générale. Alors, l'âge moyen, en général, c'est des sujets jeunes, entre 25 et 35 ans. En majorité, les 2/3, c'est des hommes. Et il faut savoir que l'espérance de vie d'un blessé médulaire actuellement, avec l'amélioration de la qualité de vie et surtout avec la prise en charge en neuro-urologie, ils ont la même qualité de vie, la même espérance de vie comparable aux valides. Alors, la question que pose le patient blessé médulaire, la première question, c'est, il va venir vous poser la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le désir et l'érection, est-ce qu'il va maintenir son érection? Et est-ce qu'il va avoir une éjaculation après une lésion médulaire? Et aussi, est-ce qu'il peut avoir un plaisir ou un orgasme? Pour les blessés médulaires de sexe féminin, ils vont poser la question concernant la grossesse et l'accouchement. Est-ce que la césarienne elle est obligatoire ou bien ils peuvent accoucher par voie basse, par voie normale? Alors, il faut savoir que l'handicap majeur chez un blessé médulaire, c'est pas son handicap physique, c'est pas son handicap moteur, mais c'est la sexualité, surtout chez l'homme. En fait, après un accident de voie publique, après une intervention chirurgicale où le patient est paralysé, à ce moment-là, la première question qui se pose dans sa tête, c'est la sexualité. Donc l'handicap majeur, même s'il ne vient pas vous dire que l'handicap majeur c'est sexuel, il faut lui poser la question dès le départ, d'une façon précoce, est-ce que vraiment ça tourne dans vos têtes? Et il faut le rassurer, lui dire qu'il y a quand même des solutions, donc il ne faut pas en avoir peur. Alors, il y a des obstacles
quant à la prise en charge, si on va dire, de ce blessé médulaire, il y a tout ce qui est déficit physiologique avec atteinte organique, du dysfonctionnement sexuel, atteinte à l'érection, l'éjaculation, le plaisir, la lubrification chez la femme et le désir ou la libido. Il y a l'interférence entre les troubles sexuels avec les troubles de continence et fécale et urinaire. Et c'est normal chez un patient par exemple qui a une incontinence urinaire ou une incontinence fécale, il faut lui régler le problème d'incontinence avant de parler de sexualité. Alors il y a aussi le facteur psychologique avec les modifications liées à la dépression, les modifications liées à l'image du corps, le regard des autres et surtout la dépression. Il y a aussi le facteur social, c'est l'isolement par rapport à la société, aussi la rupture du couple. Et Dieu sait qu'on a vu dans les services d'hospitalisation où on prenait en charge les blessés médulaires, ce qu'il y a la rupture après traumatisme, elle est de l'ordre de 50%, et ça joue surtout au niveau psychologique. Et pour la prise en charge ultérieure des patients, il faut penser aussi à inclure les partenaires dès le départ dans la prise en charge de la sexualité chez le blessé médulaire. Alors, notre rôle de médecin, c'est d'essayer un petit peu c'est d'essayer de prendre en charge tout ça dès le départ. Alors, la sexualité du blessé médulaire, il faut savoir que durant de longues années, c'est une préoccupation qui est très lointaine et souvent tardive. Elle est voire taboue chez le patient blessé médulaire. Alors, il faut savoir que le blessé médulaire, ce n'est pas un être asexué, mais c'est un être qui a une dysfonction érectile et ce n'est pas un être qui est impuissant ni stérile. Donc, il y a une demande très forte en information concernant ce sujet et puis une demande très forte concernant cette prise en charge. Alors, des études ont montré que l'expression de la vie sexuelle chez les blessés médulaires, c'est surtout, elle va entraîner une détresse personnelle et un sentiment d'insécurité. Et aussi, il y a une corrélation entre la qualité de réinsertion sociale et la prise en charge des troubles sexuels. Donc, la prise en charge des troubles sexuels, on peut dire, c'est une urgence chez le blessé médulaire, chez le paraplégique, chez le tétraplégique, qui va conditionner son réinsertion dans la société ultérieurement. Alors, il faut savoir que la satisfaction sexuelle chez le blessé médulaire, elle n'est pas corrélée à la qualité de l'érection ni à l'éjaculation. Mais par contre, elle est corrélée à la satisfaction du partenaire. Donc ça, c'est très important, c'est une notion qui est très importante à savoir chez les patients neurologiques, c'est que peut-être on va chercher à corriger l'érection, à avoir des méthodes qu'on va montrer pour avoir une éjaculation, mais surtout il faut axer notre action sur la satisfaction du partenaire et la qualité relationnelle. Alors, l'adaptation, la réussite de l'adaptation sexuelle, elle va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de l'âge au moment de la blessure. L'âge jeune, chez un patient qui est jeune, on aura plus de capacité de compensation. Par contre, chez un sujet d'un certain âge, on aura moins de facilité d'adaptation. La qualité de soutien social, relationnel et surtout de sa santé physique, et la gravité de la lésion. Bien sûr, une lésion totale, un paraplégique qui a une lésion complète, n'aura pas la même adaptation, la même récupération qu'un paraplégique qui a une lésion incomplète. Alors, je vous ai mis cette phrase qui est très importante, qui va résumer un petit peu ma présentation. C'est qu'il faut, afin de réaliser une adaptation sexuelle satisfaisante, une personne blessée médulaire doit apprendre à apprivoiser ses nouvelles capacités sexuelles, plutôt que d'essayer de récupérer celle qu'elle a perdue. Donc, le plus important chez un blessé médulaire, c'est qu'on va commencer par faire le deuil de ce qui a été avant et de recommencer à nouveau avec les capacités résiduelles qu'a ce blessé médulaire. Cette phrase, je l'ai trouvée dans le film qui parle un peu de la sexualité chez le blessé médulaire, de la prise en charge du blessé médulaire. Je ne sais pas si vous connaissez, Intouchable. C'est un film qui a été primé dans le Festival de Cannes, et que j'invite tout le monde à voir et à lire peut-être l'histoire qui a été écrite, qui parle d'un tétraplégique. Et ce film est très beau parce qu'il va nous retracer un petit peu l'adaptation
du tétraplégique à la vie motrice, à la vie sexuelle, aussi à la vie sociale. Alors, il y a des considérations d'ordre psychologique que je vais mettre au point, c'est qu'il y a une diminution possible, par exemple de la libido en raison de la dépression, du traumatisme, de la prise de médicaments, mais il faut savoir que la libido n'est pas touchée par la lésion médulaire. Donc c'est une diminution qui n'a rien à voir avec la lésion médulaire. Il faut lui expliquer au patient que même après une lésion médulaire, il peut avoir une libido qui est normale. Alors, je vais parler un petit peu de la neurophysiologie de la sexualité du blessé médulaire. Le professeur Al-Barki nous a détaillé d'une très belle façon l'érection. Alors je reviens juste sur les centres en fait de l'érection. Il faut savoir qu'il y a le D12, la moelle au niveau D12 L2 et la moelle sacrée. Ce sont ces deux centres. Il faut le garder à l'esprit parce que je vais vous montrer pourquoi après. Alors, ces deux centres qui sont vraiment très importants dans la prise en charge du blessé médulaire. Aussi, on a les nerfs périphériques, notamment le pudendal et les nerfs érecteurs, qui vont nous permettre d'avoir une rigidité et aussi un réflexe, une érection réflexe de ce patient. Alors, pour l'éjaculation, il faut savoir que il y a deux phases, il y a la phase d'émission et il y a la phase d'expulsion. Alors la phase d'émission, il y a des sécrétions glandulaires sous contrôle de l'innervation parasympathique et sympathique et qui va nous permettre de contrôler la musculature lisse, notamment au niveau des glandes, au niveau du col de la vessie, au niveau de l'urètre, pour permettre cette émission. L'expulsion, c'est ce qui va nous permettre, via la musculature striée périnéale, d'avoir une éjaculation complète et normale. Alors, les zones clés de cette neurophysiologie de la sexualité, c'est la zone sympathique dorsolombaire qui va nous permettre d'avoir des agressions psychogènes, de l'émission au cours de l'éjaculation, et parasympathique sacrée qui va nous permettre d'avoir une érection réflexe. Aussi les nerfs somatiques ou nerfs périphériques qui vont nous permettre d'avoir l'expulsion au cours d'éjaculation, la rigidité au cours d'érection et les érections réflexes. Alors, schématiquement, donc à travers cette neurophysiopathologie, on peut, si on veut dire, classer les patients en fonction de la lésion. Alors, une lésion supérieure à D10 va nous permettre d'avoir un périnée central, on va avoir des érections réflexes et une éjaculation normale. Donc au-delà des 10, on aura une éjaculation qui est normale et une érection réflexe. Entre D10 et S1, S2, si on a une lésion entre les deux myélomères, on aura un périnée central, une érection réflexe, une éjaculation et aussi on aura une érection psychogène en plus. Alors si on a une atteinte de la moelle sacrée, alors qu'est-ce qui va se passer? Si on a une atteinte de la moelle sacrée, c'est qu'on n'aura plus d'érection réflexe, on n'aura plus d'éjaculation, et par contre, puisque les autres zones sont indemnes, on aura une érection psychogène, mais une éjaculation qui est baveuse, parce que l'émission ne va pas se faire d'une façon correcte. Donc, si par contre on a les centres sympathiques qui sont détruits, au niveau des 10 et L12, on n'aura pas d'éjaculation, on n'aura pas d'érection psychogène, mais le patient va garder une érection réflexe. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la prise en charge va dépendre de tout ça. Donc il faut, avant de prendre en charge le patient, il faut le stadifier, il faut savoir quel type de lésion et il faut savoir qu'est-ce qu'on va traiter. Alors, on a vu l'érection, on a vu l'éjaculation. Là, on va parler de la neurophysiopathologie de l'orgasme. Alors, l'orgasme, la neurophysiopathologie, elle est assez complexe, mais il faut garder à l'esprit que c'est une hyperréflexie autonome sous contrôle supraspinal. Donc, comme si le système végétatif autonome, il va se mettre un petit peu en hyperréflexie et il va agir au niveau d'autres systèmes, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau des muscles proximaux, pour donner ce qu'on appelle des secousses musculaires qui vont engendrer par la suite un réflexe d'orgasme.
Alors, l'approche clinique, bien sûr, après l'examen clinique du patient, il ne faut pas oublier de stadifier la lésion par le score ASIA, donc qui est très important pour savoir on est dans quelle lésion, est-ce qu'on est entre des 10, des 12, est-ce que vraiment c'est une atteinte sacrée, ce qui va conditionner par la suite la récupération et la prise en charge ultérieure. Donc il faut encourager les explorations qui doivent être faites par le patient lui-même, et offrir des traitements et encourager les essais de traitement pour les blessés médulaires et rechercher d'autres sensations. Donc, c'est les perceptions de réactions physiologiques, mais aussi il faut recadrer d'une façon cognitive les autres sensations et recadrer les autres zones érogènes. Alors, l'évaluation de la fonction sexuelle post-lésionnelle, il faut encourager les auto-explorations parce que quand même, il faut garder l'intimité du patient. Et le patient, en général, il est satisfait quand il va être impliqué dans la prise en charge. Donc, il faut évaluer la sensibilité du périnée, vérifier les connaissances anatomiques avec le patient, bien sûr, et évaluer les capacités naturelles chez l'homme comme chez la femme au cours de l'hospitalisation, en réadaptation. Et le patient, à la sortie d'hospitalisation, il faut bien dresser un bilan lésionnel, un bilan fonctionnel. Il faut que le patient ait une prise en charge adéquate. Il ne sort de l'hospitalisation qu'avec une prise en charge adéquate pour ces troubles sexuels. Alors la particularité chez le blessé médulaire, c'est qu'en général c'est des patients jeunes et que l'érection n'implique pas l'éjaculation, c'est très important, et l'érection n'implique pas de sensation. Donc l'éjaculation, elle peut être ressentie différemment, mais pouvant être vécue comme agréable, mais il faut savoir que l'érection n'implique pas une sensation, parce que le patient en général, il est en perte de sensation, il a un déficit sensitif. Alors, chez le paraplégique, il faut savoir quand même que 54% à 95% des patients ont des érections. Donc, c'est plus un problème peut-être c'est vrai au début d'érection, mais après c'est un problème d'éjaculation, c'est un problème psychologique, c'est un problème de prise en charge totale. La pénétration reste possible chez 50 à 75% des patients, mais ne préjuge pas de la stabilité de l'érection au cours du rapport sexuel. Donc il faut savoir que si on a un patient avec un déficit incomplet, on aura plus de pourcentage d'érection, de pénétration que chez les patients qui ont une paralysie complète. Alors, la prise en charge. La prise en charge, on commence tout d'abord par l'apprentissage du patient. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? On va lui apprendre les érections réflexes, la simulation de la couronne du gland et du frein du prépuce. Il faut lui apprendre la simulation répétée du réflexe bulbo-caverneux. Quand je dis répétée, ce n'est pas une simulation d'une à deux fois, c'est une simulation de 15 à 20 fois. Et aussi, il faut lui apprendre à utiliser les anneaux en cours par exemple, les anneaux, quand est-ce qu'on utilise les anneaux? C'est que quand on a une érection qui est incomplète, et il faut apprendre au patient d'utiliser les anneaux pour avoir une érection rigide complète. Alors, le sildenafil. Alors, sildenafil, des études ont montré en double aveugle, contre placebo, que dans cette population de patients blessés médulaires, on a 80% d'amélioration des érections pour les rapports sexuels, avec une amélioration globale, mais il faut savoir qu'un taux d'arrêt a été remarqué de l'ordre de 2,6%. Pourquoi? Parce que en général, c'est des patients qui vont développer après ce qu'on appelle l'hyperréflexie autonome, surtout pour les tétraplégiques, pour les patients qui ont un déficit au-delà de D6. C'est des patients qui sont pourvoyeurs d'hyperréflexie autonome, qui est représenté par leur survenue au cours de l'acte sexuel, de céphalée, d'hypertension artérielle, de rage cutanée, de palpitations. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut préconiser au patient, s'il a ce genre de symptômes, s'il est en position allongé, qu'il se mette en position assise. S'il est en position assise, il doit se mettre en position debout et il faut avoir de l'adalate chez soi pour qu'il prenne un comprimé d'adalate, de l'eau et en général, ça passe. Alors, les autres inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase, il n'y a pas de différence significative avec le sildenafil sur le taux global du succès, mais on a un meilleur résultat probablement qu'en rapport avec le sildenafil 100 microgrammes. Alors les injections intracaverneuses, il faut savoir qu'ils sont très utilisés pour le patient blessé médulaire, ils sont remboursés
pour les patients neurologiques en France, Caverject et les DEX, et en général on utilise soit la papaverine, les alpha-bloquants ou les prostaglandines. Le Caverject, c'est les prostaglandines qu'on utilise le plus. On a un très bon résultat avec 95% de succès chez le patient blessé médulaire. Les doses sont plus faibles chez le blessé médulaire que dans la population générale. Ça implique un apprentissage pour la relation effet-dose, parce que chaque patient, il faut savoir qu'il y a de grosses variations interindividuelles pour les doses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en cours d'hospitalisation, on va commencer par les petites doses et le patient va ressentir la dose qui lui convient. On prescrit par exemple la dose qui convient au patient 3 fois par semaine par exemple. En France, c'est remboursé de l'ordre de 3 fois par semaine. Mais il faut savoir qu'il faut préconiser quand même l'apprentissage en hospitalisation. Pourquoi? Parce que il y a des effets indésirables, bien sûr. L'effet indésirable majeur de ces injections intracaverneuses chez les blessés médulaires surtout, c'est la survenue de priapisme, surtout à une dose élevée. Donc, à ce moment-là, ce qui est préconisé, c'est qu'il faut une surveillance médicale, bien sûr, et le patient doit être en hospitalisation de jour. Si on a une survenue de priapisme, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en général, chez un patient qui est valide, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple? Je parle aux urologues. Chez un patient valide, par exemple, si on a un priapisme, on préconise, par exemple, une petite course pour vider un peu, avant l'intervention des urologues. Oui, mais sinon, oui, là c'est le médecin qui parle. Donc il préconise chez le blessé médulaire, en fait, ce qui est préconisé dans la prise en charge, c'est qu'on doit avoir quand même une piste où il peut manier son fauteuil roulant, parce qu'en général, des études ont montré qu'on peut avoir 20% de priapisme après l'injection de Caverject, qui peuvent être soulagés, notamment par une course avec son fauteuil roulant. Si ça ne passe pas, bien sûr, le chirurgien urologue doit être à côté de nous, parce que c'est une urgence quand même, et on doit transférer le patient directement au service de chirurgie urologique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à part le Caverject? On a la voie locale. Cette voie locale, en général, est commercialisée aux États-Unis, ce qu'on appelle la Muse, l'alprostadil. Alors, l'efficacité est moindre que la voie intracaverneuse, bien sûr, mais ça nécessite un apprentissage médicalisé. Mais l'inconvénient, c'est les effets indésirables, c'est les irritations, surtout vaginales chez la femme. La partenaire, je parle des irritations vaginales de la partenaire, qui sont très fréquentes en utilisation de cette voie locale. Et sinon, les études, que j'ai vu, qu'ils sont en train de commercialiser une voie locale par alprostadil avec 100 mg de crème. Donc on aura une voie locale, si on veut dire cutanée, donc qu'on va avoir probablement d'ici 1 an, 2 ans. C'est des prostaglandines, E2 sous forme cutanée qu'on doit mettre sur le pénis. Alors les vacuums, il y a les vacuums électrico-mécaniques. Alors les vacuums, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, c'est deux vacuums. C'est des pressions négatives pour avoir le maximum de son, comme a dit le professeur Barkis dans sa présentation sur la physiopathologie, c'est que là, l'érection, c'est le sang qui va couler dans le corps caverneux, quoi. Donc pour utiliser d'une façon mécanique ces vacuums, on a des vacuums électrico-mécaniques, mais il faut savoir qu'il ne faut pas les utiliser plus de 30 minutes, et il y a des effets indésirables, notamment la survenue de lésions cutanées, de télangiectasie, et on a 92% de résultats positifs pour les patients blessés médulaires, mais il y a un gros taux d'abandon chez les patients qui en contraste avec l'augmentation de l'activité sexuelle. Donc c'est des patients qui vont récupérer de petit à petit l'activité sexuelle, et du coup ils vont abandonner le vacuum en faveur d'autres médicaments. Alors il y a les prothèses péniennes, mais il faut savoir qu'il y a un taux d'explantation qui est assez élevé de prothèses, qui est alors de 50% à 2 ans.
et qui ferme définitivement toute possibilité ultérieure, avec une difficulté de sondage urinaire, sachant que chez ces patients en général, c'est des patients qui doivent être sous autosondage, donc les prothèses péniennes chez le blessé médulaire restent très difficiles d'utilisation. Alors, au total, pour les troubles de l'érection, il faut apprendre aux patients les modèles de déclenchement de l'érection. Il faut une prise en charge précoce. Il ne faut pas attendre quand même 6 mois, 1 an. Il faut la récupération du patient. Il faut prendre en charge dès le départ le patient pour son trouble sexuel. Et il faut savoir traiter l'incontinence urinaire et bien sûr maîtriser la spasticité. Parce qu'en imaginant qu'on va régler tout le problème, si on veut dire, de l'érection, de l'éjaculation, si le patient garde une spasticité, alors on ne peut pas gérer l'acte sexuel proprement dit. Donc, il faut préconiser par exemple la prise en charge de la spasticité, notamment avec la toxine botulique. Alors, le choix thérapeutique il reste large, comme je vous ai montré, et il multiplie pour chaque patient les demandes. Donc, à chaque fois, il faut rester large, il faut proposer le maximum de choix, et le patient va choisir en fonction de ce qu'on propose. Alors, ça c'était pour l'érection. Alors, l'anéjaculation des patients, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser soit les vibromasseurs, soit le vibromasseur et le traitement pharmacologique, soit l'électroéjaculation ou le recueil épididymère. Alors, le vibromasseur, le massage, la première utilisation a été faite quand même il y a des années, dans les années 60, et il est utilisé chez le blessé médulaire dans les années 70. Alors, actuellement, il est largement diffusé. Il faut savoir que si on veut utiliser un vibromasseur, il faut avoir une moelle qui est intacte au niveau D12, S4. Donc, si on a une atteinte entre la moelle de D12 et S4, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'utiliser le vibromasseur parce qu'on n'aura pas de résultat positif. Alors, la méthode, c'est une stimulation de la base du gland avec des séances répétées de 35 à 55, voire de 3 séances répétées 3 fois, 50 fois, voire 15 fois par camp. Ce qu'on appelle le ferticaire personnel, c'est le patient qui va l'utiliser chez soi, il va acheter l'appareil, il va l'utiliser, et l'amplitude de l'intensité, il y a plusieurs études qui vont montrer telle amplitude va entraîner tel résultat, qui ont été faites par Brindley. Alors, il faut savoir qu'avec le vibromasseur, si on a une moelle qui est intacte entre D12 et S4, on aura une éjaculation de l'ordre de 19 à 91% des patients qui vont avoir une éjaculation. Alors, les études ont montré que l'utilisation du limipramine, de la néostigmine ou la physostigmine n'ont pas montré vraiment de résultats sur l'éjaculation. Par contre, je vais vous parler du Gutran, le midrodrine, en intraveineux ou par voie orale. Ce médicament qui est largement utilisé, notamment chez le blessé médulaire, pour contrôler l'hyperréflexie autonome, il a donné de bons résultats pour la stimulation alpha-adrénergique des organes génitaux externes. Donc, il facilite l'éjaculation. Des études ont montré quand même que ce médicament largement utilisé chez le blessé médulaire a donné 65% d'éjaculation antérograde et rétrograde avec une augmentation significative mais modérée de la tension artérielle et 84% d'orgasme avec une éjaculation clonique. Donc, on peut penser qu'on peut utiliser ce médicament avec le vibromasseur pour avoir aussi bien une éjaculation clonique, mais aussi pour avoir une augmentation de l'orgasme chez le blessé médulaire. Alors, l'électroéjaculation, la technique, c'est qu'on va mettre une sonde intrarectale dans la prostate et on va stimuler électriquement avec un courant électrique de 5 à 15 volts et on va envoyer un massage de l'urètre pulbaire. Alors, la méthode, c'est qu'on va mettre l'électrode anale en contact de la paroi antérieure du rectum et en contact de la prostate vésicule séminale et on va donner un courant électrique, une stimulation électrique, mais il faut savoir que cette stimulation est très douloureuse et très puissante, donc l'idéal c'est de le faire sous anesthésie ou sous prémédication. Il faut surveiller la tension artérielle et le pouls. Alors, les prélèvements chirurgicaux, on a la ponction testiculaire, épididymère et canaux déférents. Professeur Al-Barki va vous en parler mieux que moi. C'est que ces prélèvements sont conçus pour avoir une procréation chez le blessé médulaire, bien sûr. Mais il faut savoir que les études n'ont pas montré vraiment qu'il y a de bons résultats. Les résultats varient entre 40 et 60%
de résultats positifs. Alors, pour l'orgasme, on utilise le vibromasseur et la midodrine avec, ici dans une étude, 99% de taux de réussite d'éjaculation antérograte et qui vont présenter un orgasme. Donc il faut savoir que jusqu'à 65% des blessés médulaires présentent un orgasme, chose qui est très très importante chez ces patients. Et l'orgasme est en relation avec le délai post-lésionnel, la présence de sensations génitales, l'érection fiable et surtout l'éjaculation. Alors en conclusion, la sexualité du blessé médulaire est très compliquée, avec une nécessité d'information, de deuil de la sexualité antérieure, de la néosexualité différente et adaptée au sujet blessé médulaire, et en fonction de la demande, de la motivation, pas seulement du blessé médulaire, mais aussi de la partenaire, il faut faire le bon choix thérapeutique de la prise en charge. Et bien sûr, une prise en charge multidisciplinaire entre médecins physiques, neurologues, neurochirurgiens, urologues, et aussi d'autres spécialités, bien sûr, dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie qui est très fréquente dans le milieu des blessés médulaires. Merci pour votre attention.